Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Éco-Débat sur Médien TV. Avec mes invités, ce soir, nous vous emmenons dans une visite guidée dans nos villes et aussi dans nos cités du futur, Made in et by Maroc. Ce soir, développement urbain et mobilité intelligente sont les maîtres mots. On commence sans plus attendre avec l'édito. Dans les années 50, 3 Marocains sur 4 vivaient à la campagne. Plus de 60 ans après, la tendance s'inverse et plus de 60% d'entre nous sont des citadins. Une tendance propre à chaque pays qui se vend d'être en voie de développement. Autre règle propre à toute urbanisation massive, l'économie se transforme et s'appuie sur des secteurs autrefois marginalisés. Ces mutations démographiques et économiques doivent être bien évidemment gérées de manière à exploiter au mieux le potentiel des villes, mais aussi et surtout à répondre aux besoins de leurs usagers, à vous et à moi. Et alors que la digitalisation s'empare de l'urbanisation, comme c'est le cas pour tout autre aspect de notre quotidien, le Maroc se retrouve aujourd'hui devant le dilemme. Une ville intelligente à la pointe de la technologie et une lutte contre les inégalités devant des poches de pauvreté qui persistent. Suffit-il d'investir plus côté municipalité pour améliorer l'environnement urbain, l'accès aux services de base et par ricochet offrir un environnement des affaires optimal? Et à l'ère des villes intelligentes où il est question de privilégier la mobilité verte, les infrastructures intelligentes et la production d'énergie renouvelable au niveau local, où en est la réalité des cités marocaines par rapport à cet objectif, à cette utopie? Les autorités sont-elles sur la bonne voie pour réduire le fossé séparant les espaces urbains, quartiers périphériques et les zones rurales? Et justement, sur cet aspect, le souverain a appelé à l'occasion du forum ministériel arabe sur le développement urbain à élaborer une vision commune qui tienne compte des spécificités locales et des identités. Le volet identitaire est-il en reste ou a-t-il bien sa place pour la redéfinition transformationnelle de nos villes? Les régions et les municipalités assument-elles toutes leurs responsabilités pour piloter le développement des villes tel qu'il leur a été conféré dans la Constitution de 2011? Pour répondre à ces questions, ce soir, un plateau 100% féminin. Et quelle belle coïncidence puisque c'est la journée des droits de la femme. Mesdames, bonjour. Awatif Hayar, bonjour et bienvenue. Vous êtes professeure à l'université Hassan II de Casablanca, conseillère scientifique auprès de la ville de Casablanca pour la Smart City Expo. Encore une fois, bienvenue. Merci. Également sur le plateau aujourd'hui d'Éco-Débat, Dilar Sebti, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Mais bienvenue, vous êtes donc architecte urbaniste. Alors, pour commencer, vu que nous avons la chance d'avoir les deux visions, la vision d'ingénierie et aussi la vision d'architecte, j'aimerais, mesdames, tout d'abord poser cette question qui est relative à la définition même du développement urbain, un mot, un concept qui revient un peu partout, mais j'aimerais savoir comment vous définiriez le développement urbain au Maroc. Awatif Hayar. Très bien. Donc, moi je suis donc ingénieure plutôt spécialiste dans les technologies de l'information et de la communication et aussi les énergies renouvelables. Donc, si je pourrais répondre à cette question, le développement urbain, ça permettrait de développer une ville qui soit une ville à vivre. Déjà, où on peut apprécier l'espace et s'approprier l'espace, et aussi une ville qui permettrait aux citoyens de circuler avec une fluidité et d'accéder aux différentes zones de la ville d'une façon fluide et agréable. Donc le développement urbain doit être, c'est toute une science, il faut le savoir, donc c'est toute une science qui permettrait de penser la ville en fonction des populations qui vivent dans cette ville, mais aussi en fonction de la vision qu'on voudrait donner au futur de cette ville. Donc le développement urbain, il ne faut pas non plus qu'il parte du néant.
une ville, c'est une ville qui a un passé, qui a des habitants qui occupent cette ville. Donc il faut penser le développement urbain en fonction des composantes, je dirais, de la ville, mais de telle sorte à faciliter la vie des citoyens dans cette ville. Voilà. Dilar Sebti, vous êtes architecte et je sais que le sujet vous tient beaucoup à cœur. Et cette notion de développement urbain ne vous paraît-elle pas un peu utilisée un peu tous azimuts? On parle de développement urbain comme on parlerait d'urbanisation ou d'urbanisme, or que les trois sont complètement différents. Alors, moi, tout d'abord, je vais commencer par une petite définition de la cité. Avant de parler de développement de cette cité, de développement urbain. La cité, en fait, elle devrait être axée sur 4 éléments fondamentaux. C'est vivre, habiter, se récréer, travailler et circuler. Ça, c'est la charte d'Athènes, elle est très connue, et donc c'est Mondada, en fait. C'est le départ de Mondada pour la ville, pour le vécu dans la ville. Et puis, dans la ville, il faudrait savoir que tant qu'on n'a pas mis l'homme au centre de son action, au centre de sa réflexion, cette ville se développe, certes, sur le plan géographique, sur le plan physique, spatial, mais est-ce qu'elle développe les gens en son sein? C'est déjà la question primordiale qui a fait que je m'attarde très souvent sur l'explication du rôle de la ville sur l'individu et l'impact de l'espace comme étant un vecteur d'éducation. Donc il y a une interaction. N'est-ce pas une utopie ce que vous dites là? Parce que quand vous parlez de la ville de cette manière, utopique, effectivement, on a vraiment l'impression de parler de cette cité idéale, tout à fait, justement tout à fait. des Grecs. Alors, la cité peut être idéale si on l'appréhende de façon rationnelle. Si on commence par l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'abord l'homme, comment il se développe, comment il se déploie, les unités de voisinage, les anciens tissus, l'exode rural, tout un tas d'éléments qui font que nos villes sont en train de se dénaturer. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, il y avait une notion qui s'appelle « faire le boulevard ». Cette notion est complètement perdue. Moi, je suis née au début des années 60, et donc aux années 60, on sortait faire le boulevard avec nos parents ou avec nos amis, et on arpentait la rue de bout en bout, et on avait la possibilité de s'asseoir sur les bancs publics, et puis après de traverser pour rentrer chez nous à partir d'une certaine heure. Il n'y avait plus d'enfants dans la rue, mais il n'y avait que les adultes qui pouvaient, eux, se déployer, etc. Ces notions se perdent. Donc, le vécu dans la ville, moi, j'ai une perception d'abord émotionnelle de la ville avant d'avoir une perception technique de la ville. Donc, la perception humaine de la ville est en train de se perdre. Pourquoi? Parce qu'on est en train de prendre le noyau de la ville et de lui adjoindre, pour l'étaler, donc pour parer aux besoins en habitat, etc., de lui adjoindre des tissus, donc le centre est ce qu'il est, et puis on vient lui greffer un certain nombre de lotissements, appelons les choses par leur nom, et il y a glissement de la population. Donc la partie centrale de la ville est en train de se vider. Évidemment, elle devient le réceptacle de toutes les personnes qui sont issues des exodes, des différentes exodes pour les différentes raisons que nous connaissons. Et donc, ce glissement de la population a créé une stratification spatiale, une rupture sociale. Et on paye aujourd'hui le prix parce qu'on est confronté à des violences, on est confronté à des accidents de la circulation. Tous les maux nous viennent de là. Donc, moi, je préférerais aller dans le fond des choses. Et je vous dis encore une fois, si on ne met pas l'homme au centre du développement, jamais on ne pourra parler de développement urbain, on parle d'étalement urbain. Je préfère qu'on parle d'étalement urbain et qu'on appelle les choses par leur nom. Donc étalement urbain aujourd'hui, peut-être pour un développement urbain dans le futur, alors, ou dans l'avenir. Le développement urbain, c'est une autre notion. Un développement urbain, il faudrait peut-être développer les quartiers défavorisés, il faut appréhender les choses complètement autrement. Alors, il y a cette notion de mobilité intelligente et de mobilité moderne qui est indissociable à ce développement urbain. Est-ce qu'aujourd'hui, nous disposons d'une vision intégrée pour les déplacements des urbains, justement, de zone en zone à Ouatef Hayar, de par votre constat de scientifique d'abord, et puis vu que vous êtes dans une des plus grandes métropoles marocaines, si ce n'est la plus grande, Casablanca?
Très bien, oui. Donc, bon, d'abord, j'aimerais rappeler un petit peu la définition de la mobilité intelligente. Donc, la mobilité intelligente, c'est un concept qui vise à utiliser les technologies de l'information et de la communication comme outils qui permettrait de réaliser plus d'intermodalité dans les moyens de transport, de permettre plus de sécurité dans ces moyens de transport, et aussi de permettre à ce que ces moyens de transport, en tout cas la mobilité dans la ville, puissent avoir le minimum, une sorte d'empreinte écologique ou d'empreinte carbone la plus faible possible. Donc, comment l'éthique ou les technologies de l'information ou le numérique, pour simplifier, pourraient aider justement à optimiser les moyens de transport. Donc ça, c'est la définition de la mobilité intelligente. Moi, je trouve que dans cette définition, il manque un élément important, c'est les usages et les usagers eux-mêmes. Donc, on part d'une définition qu'on va retrouver dans la littérature, sur Internet, etc., mais qui a été définie dans un contexte où les habitants ou les citoyens, ils sont conscients de leur rôle en tant qu'acteurs pour, par exemple, le développement durable, qui sont engagés dans une vision écologique, etc. Je pense que dans nos villes et dans nos environnements, il faudrait revenir d'abord sur la sensibilisation des usagers, des citoyens, des habitants, pour qu'ils puissent d'abord comprendre qu'ils ont un rôle important à jouer dans cette mobilité intelligente. C'est-à-dire, quand je vois, vous avez parlé de se réapproprier nos boulevards et nos rues, il faudrait d'abord qu'on soit conscient qu'il vaut mieux utiliser les moyens de transport en commun que d'utiliser, par exemple, la voiture. Marcher un petit peu. Mais ça ne fait clairement pas partie de nos réflexes, encore moins de notre culture au Maroc, de laisser sa voiture pour utiliser le tram. C'est pour cela que je vous dis il faut être vigilant quand on va importer ces concepts de mobilité intelligente qui ont été pensés dans des environnements où déjà l'usager est convaincu de son rôle en tant qu'acteur, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le développement écologique et durable. Donc il faut intégrer dans cette définition qui est basée sur l'utilisation d'éthique pour optimiser les moyens de transport, il faut intégrer la dimension rôle du citoyen et travailler sur la sensibilisation des habitants et des usagers pour qu'ils puissent adhérer à cette vision de mobilité durable. D'accord ? Donc ça, c'est un point fondamental. Oui, alors avant même de parler de mobilité durable, est-ce qu'aujourd'hui, cette mobilité, elle accompagne toutes les transformations de nos villes Dila Sebti, je vous vois souriante. Alors, moi, en fait, dans ces importations plurielles de technologies, du déplacement, de la communication, etc., mon cœur chavire entre le fait qu'effectivement, on peut cueillir les plus belles fleurs sur du fumier et le fait qu'on ne peut pas construire des parcs de loisirs sur des cimetières. C'est pas possible. Donc, je m'explique. La métaphore est très belle, en tout cas. Merci. J'estime qu'avant d'en arriver à importer des modèles qui ont peut-être fait leurs preuves à l'étranger ou en Occident, parce qu'ils sont beaucoup plus en avance par rapport à nous, il faudrait peut-être faire une petite analyse des besoins réels de la population. Est-ce que nous avons besoin d'avoir une application sur nos téléphones pour trouver une place de parking? Est-ce qu'on en est là? Je ne pense pas. Est-ce que nous sommes... Vous dites, est-ce qu'on en est là par rapport aux autres priorités ou... Par rapport aux autres priorités, c'est-à-dire qu'on va venir installer des technologies nouvelles, mais est-ce que nous avons pensé à l'infrastructure de satisfaire l'immédiateté du quotidien? C'est-à-dire que est-ce que nous avons un assainissement correct? Est-ce que nous avons un éclairage public? C'est vrai que c'est en voie, mais est-ce que le fait d'importer cette formule de transport dont parlait Madame, est-ce que c'est une priorité pour nous? Maintenant, quand on parle de sensibilisation de la population, on parlera aussi d'éducation de la population. Il est vrai que la voiture, pour nous, est un signe extérieur de richesse. Donc, forcément, on a besoin de prendre sa voiture, on ne prendra pas le tram. Quoique maintenant, les mentalités sont en train de changer, parce qu'à partir du moment où on a valorisé le citoyen par le tram, il cesse aussi de prendre sa voiture, j'en fais partie d'ailleurs. C'est vrai que dans le temps, il y avait les bus, c'était impossible à pratiquer, c'est encore impossible à pratiquer. Donc on est en train d'aller vers
des choses qu'on importe. Maintenant, mon inquiétude à moi, c'est ces fortes importations que nous faisons de choses nouvelles. Ce concept, je ne le connais pas, je viens d'y être sensibilisée. Le temps qu'on l'importe, qu'on le mette en place, il y a d'autres choses qui émergent en Occident, on a envie de les importer. Et ça nous éloigne de l'essentiel. Et cet éloignement de l'essentiel fait que les disparités sociales augmentent, c'est-à-dire que sur le plan économique, est-ce que tout le monde a accès à ça ? Nous avons une population pauvre, ne l'oublions pas. Mais connectée, là est oui, une elle réalité. est connectée, il a fallu du temps. Mais elle est connectée comment ? Elle est connectée grâce à l'informel. Parce qu'on part à Jotéa, on achète un téléphone, volé ou pas, on sait. Donc, et puis tout le monde se connecte. Parce que, connecté pourquoi ? Est-ce que ce qu'on va chercher dans le smartphone, est-ce que c'est ce qu'il faut chercher ? Est-ce que ce n'est pas... C'est une réalité. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise donne ? Parce que maintenant, on regarde sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, etc., on reçoit des choses complètement aberrantes. Alors cet outil-là, qui aurait dû nous rapprocher du savoir, est en train de nous tirer vers le bas. Et donc, il y a des choses qu'on apprend, qu'on se dit, mais c'est pas possible, comment les gens peuvent réfléchir comme ça ? Et donc, est-ce qu'on fait le meilleur usage de ces importations ? Je vais vous parler de quelque chose qui me tient très à cœur. Quand il s'agit, pour nous, architectes, de travailler, nous avons tout un épanelage de produits marocains que nous devrions, nous, architectes, développer et mettre au service du citoyen, au service de nos constructions. Et nous nous trouvons tous à utiliser des produits complètement importés. En l'occurrence, la double peau en PVC, etc. Tous ces trucs-là sont anti-développement durable. Des baies vitrées à ne pas en finir, qui nous acculent à aller chercher la climatisation, etc. Alors que dans le savoir-faire populaire, nous n'avons jamais eu besoin ni de climatisation, ni de chauffage, sauf dans les endroits les plus arides du pays. Mais dans les villes marocaines, moyennes, littorales, etc., nous n'avons jamais eu recours à ça. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une administration, si elle n'est pas climatisée, vous ne pouvez pas y respirer, c'est pas possible. Et ça, c'est l'utilisation massive des importations et des notions étrangères. Nous sommes devenus otages de l'image et ça, pourquoi je vous dis qu'il faut mettre l'homme au centre de son intérêt, ça nous donne une masse d'anciens artisans qui étaient les amines des artisans, etc., qui sont à la rue, qui n'ont pas quoi manger, alors qu'à l'époque, c'est eux qui ont construit la société, c'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes. Donc, partons de la base. Moi, je dis toujours partons de la base. Nous allons revenir à ce point très important, puisque vous parlez de la base et puisque vous parlez de choses qui font notre identité, et si finalement elles feront l'identité de nos cités du futur. Je suppose que Madame Hayar voulait réagir à ce qui vient d'être dit, et puis nous reviendrons aussi à est-ce qu'il y a un baromètre pour jauger de l'efficacité de la mobilité urbaine aujourd'hui ? Bien. Bon, j'aimerais effectivement réagir à ce que dit Madame Sebti. Donc, notamment, moi, je suis ingénieure, donc, je suis pas réfractaire à la technologie, je suis pas. Vous l'encouragez même. J'encourage, oui, bien sûr, l'utilisation de la technologie, mais je vous rejoins dans l'approche, dans le sens où il ne faut pas importer des solutions qui ont été développées dans d'autres environnements. C'est pour cela, d'ailleurs, pour le cas de Casablanca, nous n'avons pas importé le concept de ville intelligente, nous avons développé un concept propre à Casablanca qui s'appelle la ville intelligente, frugale et inclusive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça répond exactement à ce que vous dites, c'est-à-dire, au lieu de... je vais m'inspirer, bien sûr, de ces solutions technologiques qui existent à travers le monde, mais comment je pourrais développer, par exemple, des solutions intelligentes qui tiennent en considération la réalité casablancaise et la réalité marocaine. Et donc, c'est exactement ce que nous avons fait. Quand on dit frugal, ça veut dire je capitalise sur mes propres ressources et mes propres forces, tout en s'inspirant, bien sûr, de ce qui existe à l'international. Et juste, je voudrais quand même terminer sur un point important qui est le numérique. Moi, je tiens à vous dire, madame, que le numérique n'est en aucun cas
un frein au développement. Au contraire, ça a été démontré à travers le monde que l'accès au numérique permet de donner justement accès aux populations défavorisées à des perspectives de développement qui sont extraordinaires. Donc, quand vous parlez des discontinuités spatiales que nous vivons, par exemple, moi, je les vis à Casablanca, moi, je peux vous dire que grâce au numérique, on peut arriver à réduire ces inégalités. Je vous interromps juste parce que c'est bien beau ce que vous dites, mais j'aimerais bien que je puisse visualiser, ainsi que nos téléspectateurs, qu'on puisse visualiser ce que vous dites. Vous parlez de solutions innovantes qui devraient aider à une meilleure mobilité, à peut-être une ville qui soit plus jolie, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concret dans cette optique, justement? Bien sûr, moi je vais vous donner un exemple très concret que nous avons vécu à Casablanca, qui est lié au problème majeur de la ville de Casablanca, qui est la mobilité. Bien sûr, à Casablanca, c'est infernal de circuler en voiture ou à pied ou en taxi, c'est infernal. Donc des solutions, comme le numérique a permis de proposer des alternatives. Je ne peux pas ne pas nommer Uber et Carême et autres. Uber qui n'est plus existant. Voilà, c'est pour ça je vous ai dit, on avait des solutions. C'est pour ça que j'ai parlé au passé. D'accord ? Parce que c'est vraiment dommage, parce que grâce au numérique, on a pu avoir une solution qui permettrait d'appeler un service, c'est-à-dire un taxi, qui viendrait où on est, où on demande le service et qui permettrait d'assurer le transport des citadins d'une façon flexible, simple, sécurisée, etc. Ceci dit, je ne fais pas l'apologie de Uber, parce que Uber, ce que j'avais déjà moi, lorsque je travaille dans le domaine des Smart Cities, ce que j'avais proposé, c'est que Uber intègre les taxis dans sa plateforme pour qu'on choisisse le moyen le plus proche. Si un taxi est proche, j'appelle le taxi. S'il n'y a pas de taxi, c'est dommage. Pourquoi ne pas appeler, par exemple, un agent ou un collaborateur de Uber ou de autres. Donc, si vous voulez, il faut être intelligent dans le sens où il faut tirer les choses positives des solutions qui sont là. Donc, j'ai parlé des solutions facilitées par l'éthique, comme ce qu'on vient de citer. Il y a une autre solution, Madame, je vais encore rajouter à vos découvertes technologiques un autre concept, et qui est le concept de mobility as a service. Ce concept, c'est un concept qui est en train d'exploser dans les pays scandinaves, notamment à Helsinki, en Finlande, où c'est un petit peu, pour parler aux gens des médias, c'est comme si vous prenez Netflix et vous l'appliquez au transport. Ça veut dire que je ne vais plus être liée à un moyen de transport, je vais avoir un abonnement, d'accord ? Donc c'est un abonnement mensuel, comme je m'abonne à l'électricité ou à l'eau ou à des services de base. Voilà, au téléphone. On parle de smartphone. Exactement. Donc j'ai un abonnement au moyen de transport. Et quand je veux faire un déplacement, avec bien évidemment un smartphone et une application mobile, je précise ma destination et je peux même préciser les moyens de transport que je souhaite prendre, bus, taxi, etc. Et donc, le service, Mobility as a Service, me donne la solution et me permet donc il me donne plusieurs offres et je valide celle que je veux. Donc, je n'ai plus de voiture, je ne suis plus liée au taxi, c'est un service unique qui me permet d'avoir un moyen de transport où je veux et quand je veux. Et là, tout le monde va trouver sa place. Uber, le taxi, le bus, le tramway, etc., puisque c'est une intermodalité qui va permettre d'assurer un service de bout en bout dans les meilleures conditions. Comment on a pu faire ça ? Dans ces pays scandinaves et j'espère bientôt au Maroc et en Afrique, c'est grâce aux technologies de l'information et de la communication. Donc il faut être intelligent tout simplement pour avoir des business models ou des modèles économiques qui soient fair, juste pour tout le monde, qui intègrent l'existant. Est-ce que vous pensez justement que ce modèle économique est juste en tenant en compte les spécificités de chaque région ? Parce qu'on en parle de Casablanca, ça reste quand même la métropole et c'est un grand marché même pour ces entreprises, parce que finalement, pour développer une application, c'est in fine pour avoir des gains. Donc, est-ce que vous pensez aussi que c'est applicable sur d'autres villes du royaume ?
Écoutez, si déjà ça marche sur Casablanca, c'est que pour moi, Casablanca, c'est un laboratoire vivant où on peut expérimenter toutes les nouveautés technologiques et sociales et sociétales et on peut les dupliquer. Et si ça marche à Casablanca, je pense que ça marchera ailleurs. Donc, je veux juste préciser une chose, c'est que l'éthique, ce n'est pas la solution miracle. Les technologies de l'information et de la communication vont nous permettre d'optimiser les infrastructures existantes pour ce qu'on appelle une meilleure expérience de l'usager, une expérience de transport agréable pour l'usager. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut développer les infrastructures, il faut développer des moyens de transport qui soient durables. Il faut, bien sûr, il y a des solutions qui viennent avec les applications mobiles et les smartphones, mais il faut une vision politique de décideurs qui ait déjà une vision pour la ville de Casablanca. Parce que Madame a parlé tout à l'heure d'un étalement. Donc, c'est chaotique. Alors qu'une ville doit être pensée, ce qu'on appelle un Master Urban Plan. Voilà. On peut même parler de Strategic Master Urban Plan, c'est-à-dire c'est un plan de développement urbain qui soit non seulement de développement urbain, mais qui soit un plan stratégique. Des villes comme Istanbul, comme Dubaï, comme toutes les villes qui ont décidé d'adopter cette approche de ville intelligente, ils ont un Strategic Master Urban Plan. À Casablanca, nous n'avons pas, même pas un Master Urban Plan. Sans parler de stratégie. Pour qu'il soit stratégique pour autant. Donc voilà, on ne peut pas, ce n'est pas de l'improvisation. Ce que je veux dire, c'est que la ville est une science. Et il faut utiliser les outils scientifiques. Quand on parle d'une mobilité, elle peut être chaotique, mais vous avez des solutions qui optimisent les différents flux et qui permettent tout simplement, en bypassant certains, vous êtes architecte, donc en créant certains court-circuits, on va dire, on va baisser la congestion. Donc les solutions existent, mais il faut être convaincu qu'il s'agit d'une science. Ce n'est pas de l'improvisation. Alors, mesdames, nous allons continuer ce débat passionnant juste après cette courte pause de publicité. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui au développement urbain, à la mobilité intelligente, à cette ville intelligente dont nous aspirons tous au Maroc et ailleurs. Et juste avant la pause publicité, où on parlait, Madame Marhayar expliquait comment il fallait penser la ville de manière scientifique et stratégique. Alors aujourd'hui, mesdames, et je me tourne vers Dilar Sebti, est-ce qu'aujourd'hui on pense la ville de manière stratégique et scientifique surtout, et est-ce que c'est rattrapable? Écoutez, à mon sens, tout est rattrapable. Rien n'est jamais perdu. La cité est là, le centre est là, les lotissements sont là, la circulation est là. Effectivement, pour aller dans le sens de Madame Rial, effectivement, le problème de la circulation est réel. Pour se déplacer, pour venir de Temara à Rabat ou de Salé à Rabat. Mais moi, j'habite à Rabat et j'ai assisté, j'y suis depuis 30 ans. Et donc, j'ai assisté à la construction du premier pont, du deuxième pont entre Rabat et Salé, du troisième, du quatrième. Je crois que le cinquième est en route. Et je me suis toujours posé la question de savoir si les gens les décideurs qui lancent la construction de ces ponts, est-ce qu'ils les pratiquent déjà le matin de bonne heure? Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que finalement, c'est pas le fait de multiplier les ponts qui va régler le problème, mais c'est à l'arrivée du pont qu'il y a problème. C'est-à-dire quand on arrive à Rabat, c'est là où il y a problème parce qu'il faut distribuer tous ces gens. Les routes n'ont pas été calibrées pour accueillir autant de voitures. Et pour régler le problème de la circulation entre Casablanca, entre Rabat et Salé, par exemple, je me suis toujours posé cette question parce que moi, je suis une passionnée de l'espace. Je suis une passionnée des villes et je suis une passionnée du Maroc. Donc, j'ai dit, mais c'est pas possible. Le seul moyen de contrecarrer cette pollution de l'air, ces circulations, cette consommation de l'énergie, cette consommation des comestibles, des trucs comme ça, c'est tout simplement de fixer les populations. Nous avons le plus grand centre administratif de l'agglomération qui est à Rabat. Il est Flouizarat. Et chaque fois qu'on veut ouvrir une annexe, on l'ouvre encore à Rabat. Et il faudrait quand même... Et toutes les personnes qui viennent travailler à Rabat viennent de Salé, de Temara, de Kenitra, de Bosneka, de Casablanca, enfin d'autres... Il faut fixer les populations et aller vers eux avec les annexes. Et comme ça, on réglera tous les problèmes
de pollution de l'air, de tout un tas de choses. Pourquoi aller en plein milieu de l'Agdal, qui est bondé et dont les routes sont très très mal calibrées, pour aller mettre une annexe du ministère de l'Habitat? Et les gens qui y habitent habitent à Salé. Donc, tant qu'on n'a pas donné à ces quartiers périphériques qu'on greffe à la ville les moyens de fixer la population, de vivre, de se récréer, je reviens encore à la chose. C'est intéressant que vous souleviez ce point. J'aimerais justement soulever ce point ou cette question des villes nouvelles qui ont été pensées justement pour désengorger les villes anciennes, enfin pas les médinas, mais en tout cas les villes telles qu'on les connaît. Alors pour vous, est-ce que c'est une réussite et jusqu'à quel point? Vous me touchez à vif parce que je trouve que c'est un raté. Hélas pour nous, c'est un raté total. Je vous invite à aller faire un tour à Temsna, par exemple, dans laquelle j'ai travaillé. Et c'est un raté total. Et ce que je déplore, c'est qu'on ne s'arrête pas pour se dire quoi faire pour synergiser cette ville, pour qu'on rattraper arrête le de coup, construire. comme on dit. Comment? Pour peut-être rattraper le coup, parce que c'est déjà construit. Mais bien sûr, non, c'est construit. Regardez sur Google Maps, vous allez voir qu'il y a encore des trous. Et on appelle les gens à encore construire. Les gens achètent et après ils vendent au bout de quelques temps un produit invendable et ils reviennent encore en ville. Moi, j'anime un atelier là-dessus, justement, sur villes nouvelles et alternatives. Et donc, j'ai 2 groupes de travail. Le premier groupe qui essaye de trouver la manière de synergiser Temsna et le deuxième groupe qui est l'alternative aux villes nouvelles et qui réside dans la promotion et le développement des chefs-lieux autour des villes et donc la création d'emplois, le déménagement d'annexes des ministères, etc., etc. Comment peut-on parler aujourd'hui de régionalisation avancée si on ne met pas les architectes et les urbanistes dans les groupes pour accompagner la réflexion? Pourtant, c'est ce qui est cité même sur le site du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Oui, mais les réflexions se font très lentement. De la politique de la ville. Oui, ça se fait très très lentement. Ça se fait très lentement. Et puis il y a en fait l'architecte théoricien et l'architecte praticien. Il y a une grande différence entre les deux parce que nous, par exemple, les architectes du privé, nous disons aujourd'hui, nous travaillons avec des lois complètement obsolètes. Et quand on veut proposer quelque chose de nouveau, bien sûr, nous sommes jugés et donc accompagnés par des commissions des architectes de l'État, donc qui travaillent dans les administrations et qui ont, eux, obligation de faire obéir l'architecte du privé à des lois qui sont là, qui sont bien précises, etc. Donc il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de technologies nouvelles, d'importer des choses nouvelles, de smart city, de machin comme ça. Mais sur quelle assiette? Sur quelle assiette? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore les mains liées par un vis-à-vis de 4 mètres ou de 6 mètres qui nous lie, en fait, qui nous lie les mains. C'est-à-dire qu'on peut importer l'image, mais le concept en lui-même ne change pas parce qu'on travaille avec la loi de 48 ou je ne sais pas trop quoi. Donc, ce sont des lois qui minent complètement la pensée de l'architecte. Or, l'idéal serait de se mettre autour d'une table, d'être une équipe pluridisciplinaire. La question que je pose constamment, c'est pourquoi ne s'arrêtons pas et ne disons pas, voilà, Temsna est un fiasco. S'il vous plaît, un concours d'idées, proposer des choses, qu'est-ce qu'on peut faire de cette ville? C'est très très facile. On prend la ville telle qu'elle est et puis on y pense, soit ville sportive, soit ville universitaire, soit un Euro Disney à la marocaine, soit... Je ne sais pas, il y a des choses, il y a des solutions. Quel cachet donner à cette ville? Moi qui habite Rabat, qui suis vieille par exemple, j'ai envie d'aller passer un week-end pas très loin. Qu'est-ce que vous me proposez? Une cité de l'outlet? Je ne sais pas, n'importe quoi. Mais quelque chose qui synergise cette ville. Qui fasse un marketing territorial à cette... On ne peut pas traîner ce cadavre indéfinidement. Il y a un marketing territorial à faire autour d'idées. Alors, Awatif Hayar, donc d'abord une réaction sur ce qui vient d'être dit et notamment sur ce concept de ville nouvelle. Est-ce que déjà il y a une possibilité peut-être d'utiliser ces villes nouvelles pour justement asseoir cette stratégie digitale ou peut-être des orientations un peu plus innovantes?
Oui, tout à fait, bien sûr. Avant de répondre aux questions posées par Madame Sebti, j'aimerais répondre à votre question, c'est-à-dire est-ce que c'est inévitable de cette problématique de mobilité ou d'organisation de la ville? Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a des solutions scientifiques. Encore une fois, il y a des solutions, notamment tout ce qu'on appelle landscape intelligence. C'est une science, c'est-à-dire c'est la science du paysage, on va dire, et qui va permettre, avec une réalité donnée, Casablanca, encore une fois, ou une ville congestionnée, de modéliser scientifiquement ces flux. Vous avez dit paramétrer les routes. Donc, il faut d'abord modéliser le flux, des probabilités, des lois statistiques, etc. Modéliser ce flux, faire tourner ce flux de minuit jusqu'à 24 heures après, minuit après, et sur des plateformes numériques, et trouver des solutions optimisées par l'algorithmique qui vont nous permettre de rajouter quelques axes qui vont permettre de fluidifier le trafic. Ça, c'est possible. D'accord. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est là où il y a des endroits ou des zones où il y a une densité de population très importante, c'est là où il faut faire une sorte de massification de moyens de transport en commun, c'est-à-dire le tramway, les bus, etc. Ça, c'est une autre approche utilisée dans les pays un peu d'Amérique et d'Amérique du Nord, mais qui est très ancienne aussi comme approche en Europe. C'est un petit peu ce qu'on appelle actuellement transit-oriented development, c'est-à-dire un développement connecté, pensé autour des moyens de transport. Donc, quand on a une zone qui est dense, il faut automatiquement aménager des solutions de transport en commun qui puissent un petit peu fluidifier le trafic et permettre aux gens de trouver la solution de prendre sa voiture comme de la laisser, d'avoir le choix. Non, mais plutôt de trouver que prendre le moyen de transport en commun est mieux que de prendre la voiture. C'est-à-dire il faut que le choix de la voiture devienne obsolète, on va dire. Hein, par rapport, ça, non, mais c'est des solutions qui existent, qui ont été implémentées partout dans des villes denses et qui ont marché. Donc ça, c'est des solutions qui existent. L'autre solution qui est très intéressante, c'est un petit peu déjà réduire ce flux de transport dans la ville qui est, on peut constater en majorité, pas en majorité pour ne stigmatiser personne, mais en tout cas, il y a une bonne partie du flux de transport qui viennent des périphéries de la ville vers le centre-ville parce que les gens viennent travailler, d'accord, et reviennent le soir, malheureusement dans ces villes dortoirs, qui sont malheureusement ces concepts comme des villes nouvelles, qu'on a ces solutions qui n'ont pas marché. Donc, ils ont été pensés comme des villes dortoirs, pas de services, urbains, ni rien, de telle sorte à ce que les gens sont obligés de venir travailler, par exemple, à Casablanca, ou à Rabat, au centre-ville, et revenir le soir. Donc, ce qui vous fait une mobilité gratuite, qui pollue, qui fait de la congestion. Tous les soirs, on voit les sorties de Casablanca qui sont bouchées, les matins, les entrées de Casablanca qui sont bouchées. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas le choix? Non, on n'a pas vraiment un système de transport qui soit fiable, viable, et aussi sur lequel on peut compter. Non, madame, il faut penser, encore une fois, il faut réfléchir d'une manière scientifique. Donc, nous avons ce flux qui vient, excusez-moi, j'ai cette approche scientifique. Mais je vous en prie, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc, voilà, il y a un problème, formulons-le d'une façon scientifique et essayons de trouver la solution. Alors, nous avons ce flux qui vient des périphéries, essayons de développer les périphéries de telle sorte à ce qu'il y ait une vie, une activité économique durable qui puisse fixer ces populations chez elles, là où elles sont, mais tout en vivant d'une façon agréable. Nous avons proposé un projet pilote dans le cadre de Smart City Casablanca, qui est le projet Idouar. Alors, c'est une réponse aux villes nouvelles. I pour électronique et Douar pour Douar. Donc, c'est un smart village. Alors, c'est quoi l'idée? C'est que, donc, l'idée, c'est de capitaliser, encore une fois, sur l'existant, l'approche frugale. Capitalisant autour de Casablanca, nous avons beaucoup de villages qui sont là, Mediouna, Nouassar, Beni Khlef, énormément de villages qui, malheureusement, parce que la vie est devenue difficile, etc., les jeunes viennent travailler dans le centre-ville. Alors que ce qu'on a essayé de faire dans le projet Idouar, c'est que nous avons fait une approche participative, nous avons fait des ateliers avec les villageois et nous leur avons posé la question, mais pourquoi vous quittez vos terres, votre village pour aller travailler? Donc,
c'est qu'il n'y a pas d'activité économique durable, mais pas que durable, valorisante. Donc, ce que nous avons proposé, c'est que nous sommes sur un projet pilote. L'idée, c'est nous avons construit une maison écologique qui est une sorte de foyer ou de maison communautaire dans laquelle les villageois vont se retrouver. Ils ont un accès Internet. Les jeunes, ils ont un cybercafé. Il y a une salle d'éducation et de e-learning pour permettre, grâce aux technologies de l'information et de la communication, d'apporter les services urbains, de les apporter à proximité des gens chez eux dans le village. Donc, grâce aux technologies numériques, on peut délivrer un cours à distance, faire de la lutte contre l'analphabétisme, etc. Et même donner des cours aux jeunes sur la sensibilisation à l'environnement, l'éducation à l'environnement, etc. Donc, nous avons construit cette maison d'une façon écologique, avec, encore une fois, en valorisant les technologies, c'est-à-dire avec de la brique qui est de la brique pressée, c'est de la daube, d'accord, avec d'une façon scientifique, en optimisant l'efficacité énergétique, etc. Donc l'idée, c'est de créer une sorte de foyer économique dans lequel les gens se retrouvent, discutent, ils sont coachés et on développe avec eux des projets sur, par exemple, il y en a qui veulent faire du fromage de chèvre, il y a des dames qui veulent travailler sur ils ont des plats traditionnels dans cette région. Le village, c'est à Beni Khlef, donc on le fait avec l'association Al-Khoudoud, qui est une association locale là-bas. Donc il faut capitaliser sur l'existant et travailler sur profiter ou exploiter l'ancrage des populations, parce qu'elles sont ancrées chez elles, ils tiennent à leur zone, à leur village. Alors que quand vous créez des villes nouvelles, comme on dit from scratch, il n'y a pas d'ancrage des populations. Donc ils ont déjà un problème de détachement peut-être. Ils sont détachés parce qu'on les a enlevés, on les a déracinés. C'est un déracinement pour ces gens. Donc il faut toujours essayer de travailler sur l'ancrage des populations, la relation entre la personne et l'espace. C'est fondamental. Capitaliser sur ces relations qui existent et essayer de voir comment on peut développer une activité économique durable, verte, avec une économie verte et inclusive qui permette aux populations, comme vous avez dit, d'être fixées chez elles, mais tout en bénéficiant de tout le confort urbain, c'est-à-dire l'Internet, l'éducation, l'école, etc. Voilà, ça c'est un projet que nous avons mené avec l'INDH. Nous avons eu le soutien de l'INDH avec le soutien aussi de l'Université Hassan II et du ministère de l'Habitat et de la politique de la ville. Donc c'est un projet pilote qu'on est en train de mener dans la zone de la périphérie de Casablanca. C'est intéressant que vous souleviez la question de l'emploi, parce que en revenant aux chiffres, par exemple, du HCP sur le taux de chômage par région et de cette définition, ou en tout cas description de la création des nouveaux pôles urbains tels que cités sur le site du ministère de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la politique de la ville, je cite, la création de ces nouveaux pôles urbains permet d'organiser et d'anticiper le développement urbain, de renforcer les équipements structurants et les services de proximité, de mettre en valeur les potentialités régionales et de mettre en place des plateformes d'innovation et de développement procédés pour un urbanisme durable. Fin de citation. Alors, si on revient encore sur le tableau du HCP sur le taux de chômage, par rapport aux régions, on trouve que le taux de chômage dans l'oriental frôle les 16% de la population active. Par ordre, c'est les régions du Sud aussi, autour de 16%. Et bizarrement, la troisième position dans ce triste classement vient pour Rabat. Alors, c'est un pôle urbain développé. Or, le chômage il atteint des seuils assez critiques, donc 10,8% selon, encore une fois, les derniers chiffres du Haut-Commissariat au Plan. Une réaction à cette, je ne veux pas dire peut-être ironie, mais en tout cas, il y a une déstructuration quelque part totalement visible, Dilar Sebti. Alors, quand vous parlez de Rabat, c'est bien la région de Rabat. Oui, Rabat-Salé. Moi, je ne suis pas statisticienne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on répertorie comme chômeurs. Est-ce que l'informel est dans le chômage ou pas? Certainement pas. D'accord. Donc, moi, je me remets encore une fois à l'espace. Quand je sais que la croissance de Salé est une des plus grandes au Maroc, en démographie, j'attribue ça à ça.
Donc pour moi, il doit certainement y avoir une corrélation entre une évolution la démographique. croissance démographique de Salé et donc de toute l'agglomération, l'impact de l'agglomération. J'attribue ça à ça. Je pense que c'est ça. Quel est, selon vous, justement, quels sont les freins à ce développement urbain qui, in fine, finit par toucher les populations et même à leur emploi et aux bases d'une vie, ou en tout cas d'une qualité de vie ou d'une ville qui fait bon vivre? C'est tout simplement, encore une fois, on revient à fixer les populations. C'est-à-dire que comment empêcher que les villes deviennent le réceptacle de tout un chacun qui ne trouve pas son bonheur de là où il vient. C'est vrai. Donc c'est le fait qu'elle soit le désir de vivre, parce qu'en finalement, quand on dit oui, on habite Rabat, on habite en ville, on est citadin, on n'est pas rural, il faut valoriser tout simplement les chefs-lieux autour des grandes agglomérations, essayer de fixer les populations. Ou alors recevoir les gens en leur donnant ce qu'il faut. Je ne comprends pas qu'on ouvre des quartiers au lieu de construire d'abord le pôle économico-socio-culturel, on commence par construire de l'habitat. Donc, forcément, la personne qui y habite, si le pôle qui fournit l'emploi vient 20 ans après, le mec il a déjà 20 ans de travail ailleurs, il ne va pas déménager, donc il ne va pas tous ses bénéfices. Donc, commençons d'abord par, à mon avis, il y a une analyse anthropologique à faire sur le nouveau Marocain, parce que nous, les Marocains, nous le constatons, le Marocain a beaucoup changé. C'est pour ça que je réponds à madame, je ne suis pas réfractaire au développement technique du tout, au contraire. Mais comment l'adapter, le mettre à bon escient entre les mains des Marocains? Regardez ce qui se passe. Tous les Marocains, 80% de la population marocaine, si je ne m'abuse, si ce n'est pas plus, regarde la télévision marocaine et regarde les films turcs, les films mexicains, doublés en dirigeants. Et on se retrouve avec des jeunes petites qui s'appellent Marima ou Mariam, ou des noms importés, des prénoms importés. Ça, pour moi, c'est un impact négatif sur l'identité de la population marocaine. Pourquoi on ne s'appelle plus Fatem Zahra, Rita, Sarah, etc. Donc, voilà en quoi je dis entre quel outil électronique ou technologique mettons entre les mains de la population, comment il est perçu, comment il est utilisé, comment il nous impacte. Bon, vous êtes universitaire et moi aussi, et vous aussi, donc nous avons une utilisation bien précise d'Internet, bien précise de Google, etc. Mais ce qui n'est pas le cas pour les autres franges de la population. Alors donc à la base, il y a un travail d'éducation à faire. Donc analysons d'abord l'existant et sachons qu'est-ce qu'elle est devenue cette société, pourquoi autant de violence et d'agressivité, pourquoi cette dichotomie dans l'évolution. Et puis après, trouvons les solutions. La solution n'est pas que dans le transport, elle est dans tous les domaines. Donc c'est vrai que c'est votre spécialité. Oui, mais il se trouve qu'effectivement, ça fait partie, comme je l'énonçais au début de l'émission, que ça fait partie de ce développement urbain. Et c'est une problématique, le déplacement. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de financement de ces projets, parce qu'in fine, il faut bien financer, c'est bien beau d'avoir des projets structurants, mais est-ce qu'aujourd'hui, côté financement, on suit? Est-ce que les banques suivent? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une structure pour accompagner financièrement ces porteurs de projets? Parce qu'il y a des idées innovantes. On l'a vu pendant la COP22, il y a eu beaucoup de projets de Marocains, de jeunes Marocains, qui ont pensé à rendre la vie de leurs concitoyens et de leurs concitadins, si je peux le dire, meilleure. Bon, je suis professeure à l'université, enseignant, comme j'ai dit tout à l'heure, l'éthique ou les systèmes énergétiques. Donc, vous me posez une question sur les financements. Moi-même, je souffre de ce problème de manque de financement. Donc, si vous voulez, mais bien sûr, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la ville, ça se pense. Quand on pense la ville, on met aussi les moyens qu'il faut pour le développement urbain. Si on a une vision stratégique de la ville, on met les moyens aussi pour permettre ce développement. Donc ça, c'est la vision stratégique des décideurs. Donc top-down, du haut vers le bas. Ceci dit,
moi, je suis aussi adepte d'une approche bottom-up, du bas vers le haut. C'est-à-dire, nous, citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre environnement, proposer des idées, proposer des projets. Donc, vous avez dit, il y a beaucoup de jeunes qui proposent, à travers les différents hackathons qu'on voit, les différentes compétitions, ils proposent des idées innovantes. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, à mon avis, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une agence par exemple pour les projets, une agence nationale de recherche et développement qui lance des appels à projets et qui les finance, d'accord? Donc actuellement, il y a beaucoup de financements. Les financements existent, mais il n'y a pas une coordination entre ces financements et surtout, ce que moi je constate, que la chance d'accès à ces financements n'est pas donnée à tout le monde. D'accord ? Donc il faut démocratiser l'accès à ces financements pour que tout jeune Marocain, quelle que soit la classe sociale à laquelle il appartient, il puisse se dire je peux accéder à ces financements parce que j'ai une idée brillante qui a été labellisée, etc., etc. Donc déjà, il faut travailler sur l'accès au financement. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est tout ce qui est finance collaborative ou solidaire. Donc ça, c'est une piste très importante. Par exemple, je vous ai parlé de notre projet qu'on a financé avec un petit financement de l'INDH, mais qui nous a vraiment aidé énormément à développer beaucoup de solutions d'innovation. On a eu par la suite des partenariats avec la GIZ, la coopération allemande, avec d'autres partenaires espagnols, etc. Parce qu'on a eu ce petit financement qui nous a aidé à démontrer ce qu'on est capable de faire. Donc, ce petit financement, ce petit coup de pouce au départ, il est fondamental. Donc, soit on démocratise l'accès au financement en ayant une agence nationale qui considère les Marocains tous pareils et tous ayant le droit d'accéder à des financements s'ils ont des idées intéressantes et brillantes, et travailler sur l'axe des financements solidaires et aussi le crowdfunding. Nous n'avons pas, malheureusement... Il n'y a pas de loi pour le crowdfunding. Voilà, il n'y a pas de loi, il y a un vide juridique. Donc j'espère que... Parce que quand vous pensez une ville intelligente ou une ville tout court, il faut la législation qui accompagne le développement de cette ville. Donc on est en train de parler de mobilité intelligente. Bon, je reviens sur le cas de Uber. Il est venu, il a trouvé qu'il y a une sorte d'anarchie dans ce monde de mobilité et que ce n'est pas encadré, il s'est retiré. Bon, donc, en même temps, ça ne les arrangeait pas non plus et c'est une question vraiment purement économique puisque Uber Monde est déjà en grande difficulté. Un dernier mot, Dila Elsebti, pour conclure cette discussion, pour un mot de la fin. Alors, moi, je vais aller dans le sens de Madame Hayal concernant le laboratoire, moi j'appelle ça laboratoire, de jeunes réflexions, parce que moi-même, je suis enseignante à l'École nationale d'architecture et à l'UIR aussi, et je discute, nous avons un métier pluridisciplinaire, donc nous parlons de tout. Et effectivement, les jeunes, c'est un laboratoire de pensée. Comment faire pour rassembler toutes ces idées magnifiques, parce qu'ils sont beaucoup plus connectés que nous finalement, ils savent mieux que nous ces jeunes, ce sont nos enfants. Et puis nous avons peut-être le savoir-faire, mais ils ont les idées. Comment faire pour rassembler toutes ces idées-là et les exposer carrément aux décideurs, parce que c'est une mine extraordinaire de savoir et de réflexion. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à la question, aux questions d'Éco-Débat et d'avoir répondu à mon invitation. Et puis, bonne fête. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Éco-Débat. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Excellente semaine à toutes et à tous.